Bonjour, avant de démarrer ce module, je voudrais vous dire quelques mots concernant la mise à jour que j'en ai faite en juillet 2020. Au niveau contenu, j'ai changé quelques formulations très mineures, donc ça ne vaut pas la peine d'en discuter en détail. Par contre, il y a un changement majeur, c'est dans mon adresse de courriel. Au lieu de lire rhould@commercialintegriso.com, comme c'était auparavant, maintenant, c'est integriso.ca, donc rhould@commercialintegriso.ca, qui est l'adresse que vous devrez indiquer si vous voulez communiquer avec moi. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon visionnement. Cette chaîne YouTube porte sur des sujets sur lesquels M. René Houde intervient régulièrement en entreprise, c'est-à-dire les normes ISO. Il traite également de systèmes de formation. Ce travail, lorsqu'il est effectué en entreprise, se fait sous l'égide de la compagnie Integriso, qu'il a lui-même formée à titre de travailleur autonome. Le nom Integriso montre bien qu'il travaille sur ISO. Il montre également qu'il vise à intégrer les systèmes de management dans les différents sujets. Et ça dit aussi qu'il tente de travailler avec la plus grande intégrité possible, respecter les délais, respecter les budgets et rendre le client autonome plutôt que de le garder prisonnier de ses interventions. Le sujet ISO 45001 Présentation générale a été scindé en 2 modules pour maintenir une durée raisonnable. Le premier module, c'est une introduction qui nous mène vers une norme internationale en santé-sécurité. Le second module porte spécifiquement sur un survol d'ISO 45001. Donc, allons-y avec notre premier module intitulé « Vers une norme internationale en santé-sécurité au travail » et qui présente justement le cheminement qui a été suivi et qui nous a menés vers l'adoption d'ISO 45001. Le module est subdivisé en 3 sections. Dans un premier temps, l'introduction sera faite avec mise en contexte. Dans un deuxième temps, nous examinerons l'évolution des systèmes de management. Et enfin, nous parlerons de manière plus spécifique du processus et du calendrier de développement d'ISO 45001. Section 1 de notre module, Introduction et mise en contexte de la norme ISO 45001. Au début de 2018, une nouvelle norme ISO a vu le jour, ISO 45001. Le fait que l'on ait adopté une norme ISO constitue l'aboutissement de 3 évolutions parallèles. Premièrement, les approches législatives. Deuxièmement, les approches conceptuelles en santé et sécurité au travail. Et troisièmement, les systèmes de management ISO. Et on verra un peu plus loin les détails de tout cela. Également, la norme ISO 45001 ayant été adoptée est conforme à la structure cadre, la High Level Structure, qui est commune à toutes les normes de management adoptées ou révisées depuis 2012. La première évolution dont nous allons parler, c'est l'évolution législative. En 1931, au Québec, on a adopté la loi sur les accidents du travail qui définissait comment on indemnise les victimes des accidents du travail. En 1979, il y a eu une évolution importante en termes conceptuels. C'est l'adoption de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Et c'était une loi qui parlait de prévention. Donc, on avait la réparation et la prévention. Évidemment, la loi de 1931, rendue aux années 80, avait vieilli, donc on l'a modernisée en 1985 en adoptant la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la LATMP. Donc maintenant, on a la loi LSST qui parle de prévention et la LATMP qui parle de réparation. En 2004,
un événement majeur, la possibilité de poursuivre quelqu'un qui est impliqué dans un accident de travail pour négligence criminelle, ce qui n'était pas possible auparavant. De manière un peu accessoire, mais quand même relativement importante, en 2011 a été publié un projet de modernisation du régime de santé-sécurité. C'est sûr que si on regarde les lois de 79 et 85, rendues en 2010, ça commence à être un peu vieux. Donc, on a jugé utile de proposer une modernisation du régime. Cette proposition a été mise de côté lors d'un changement de gouvernement, mais c'est quelque chose qui est dans l'air. Éventuellement, ça pourrait déboucher. Élément intéressant dans ce projet-là, on proposait de récompenser les entreprises qui se dotaient d'un système de management en santé-sécurité. Mais comme j'ai dit, le projet a été mis de côté, mais il est certain que le besoin de modernisation demeure et devrait se concrétiser à un moment donné. Deuxième sujet qui fait l'objet d'une évolution, c'est le concept de management ou de gestion de la santé et sécurité au travail. On a commencé en 1931 avec Heinrich, un auteur américain qui, pour la première fois, nous a un peu émancipés du concept de malchance ou d'act of God. On dit un accident, c'est pas simplement une malchance. Son heure était venue où la Providence en a décidé ainsi. Heinrich, lui, nous dit « Attention, on peut comprendre le processus accidentel et le comprenant, on est capable d'intervenir pour améliorer les choses. » Ce que l'histoire et les professionnels ont retenu des travaux d'Heinrich, c'est qu'au fond, les accidents sont dus à la combinaison d'actions dangereuses et de conditions dangereuses. En fait, les travaux d'Heinrich embrassaient un horizon plus large, mais c'est ce qui a été retenu. Actions dangereuses, conditions dangereuses. Donc, si on est capable d'identifier les conditions dangereuses et de les éliminer, si on est capable de prévenir les actions dangereuses, on sera en mesure de réduire la fréquence des accidents et leur gravité. Entre 1950 et 1970, un autre auteur, Bird, a repris la même démarche, mais en élargissant celle-ci, en disant « Oui, il y a des conditions dangereuses, des actions dangereuses, mais si on remonte un peu la chaîne de responsabilité étant placée entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas de trouver des responsables, mais si on regarde le processus, eh bien, il y a des actions dangereuses, des conditions dangereuses. Souvent, on est capable de remonter à des défaillances de la gestion ou de l'administration ou de la direction. Donc, Bird a élargi notre focus en disant « Regardons si on est capable de corriger les défaillances de la direction. » Il est probable qu'on aura un impact plus grand qu'en recherchant toutes les conditions dangereuses et en tentant de prévenir toutes les actions dangereuses. En 1999, on a adopté un document qui a été publié par BSI, l'organisme britannique de normalisation. Il s'agit d'OSAS 18001, qui était calqué sur ISO 14001. Étant donné qu'il y a eu une deuxième version d'ISO 14001 en 2004, on en a profité et il le fallait si on voulait garder cette idée d'être structuré de la même manière qu'ISO 14001. On a produit une deuxième version du document OSAS 18001 en 2007 et à ce moment-là, on ne parlait plus d'un référentiel, mais vraiment d'une norme, tout ça étant enregistrable, évidemment. En 2017, un auteur québécois, Marc-André Ferron, a publié un élément intéressant qu'il a appelé la courbe de Ferron et qu'on verra un peu plus tard. Troisième processus évolutif, c'est celui qui traite des systèmes de gestion, les systèmes de management. En 87 et en 94, on a eu la norme ISO 9001, apparue en 87 et révisée en 94 avec 3 versions selon le degré d'exigence qu'on veut lui donner. La 9001 étant la plus exigeante, 9002 moins exigeante et 9003 encore moins. En 1996 et 2004, on a vu apparaître ISO 14001. En 2000-2008, on a modernisé ISO 9001 de manière à intégrer des concepts que ISO 14001 avait introduits en 1996. En 2012, ISO a adopté la HLS, la High Level Structure, qu'on a mentionné précédemment, la structure cadre qui fait que toutes les normes sont bâties de la même façon
ce qui facilite énormément l'intégration des normes. Et en 2015, ISO 9001 et ISO 14001 ont été révisés pour les rendre conformes à la structure cadre. Et tout cela nous mène en 2018 à la norme ISO 45001. Maintenant, revenons sur l'évolution des systèmes de management parce que c'est ce qui nous intéresse de manière plus directe. Comme notre module traite de l'évolution des systèmes de management, il nous apparaît intéressant de dire quelques mots concernant quelques référentiels qui ont été en vigueur du côté santé et sécurité et aussi environnemental, parce que souvent on faisait l'amalgame entre santé, sécurité et environnement. D'ailleurs, il y a plusieurs professionnels du domaine qui coordonnent en même temps santé, sécurité et environnement, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui considèrent cela compatible. Donc, parmi les référentiels qui ont été proposés, et il y en a eu énormément, on peut en mentionner 5. Le premier, c'est le référentiel Dupont de Nemours, compagnie de produits chimiques. Son référentiel s'est appelé STOP, acronyme de Safety Training Observation Program. Comme le nom le dit, c'est un programme qui est basé sur l'observation, de manière à détecter les actions et les conditions dangereuses en vue de les prévenir. C'est un référentiel qui a eu beaucoup de succès et qui a été repris par de nombreuses organisations. Le deuxième référentiel, c'est le Système international d'évaluation de la sécurité, qu'on appelait en français SIES, qui est une traduction de l'International Safety Rating System, basé sur les concepts de BIRD, et qui parle de perte, loss control en anglais. Et le Système international d'évaluation de la sécurité comporte 20 sujets sur lesquels les entreprises devront agir. C'est une série d'activités qu'on va voir dans les différents systèmes de gestion. Le troisième, c'est le référentiel ILO OSH 2001, un document proposé par le Bureau international du travail. En anglais, c'est International Labour Organization, ce qui explique le ILO. C'est un référentiel qui a été beaucoup utilisé et documenté, surtout en Europe. Le quatrième référentiel en est un qui a moins d'histoire. La raison pour laquelle nous vous le présentons, c'est qu'il est axé sur la diligence raisonnable. C'est vraiment son originalité. La diligence raisonnable, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'une entreprise doit faire pour être considérée comme responsable en termes de santé, sécurité. Ça s'applique en environnement et ça s'applique à bien d'autres endroits. Essentiellement, la diligence raisonnable, c'est 3 devoirs auxquels l'entreprise doit se conformer. Le devoir de prévoyance, donc une entreprise doit démontrer qu'elle a prévu les événements malheureux, les accidents qui pourraient survenir. Le deuxième, c'est un devoir d'efficacité, c'est-à-dire que l'entreprise doit avoir mis en place des processus qui assurent que les dangers sont maîtrisés. Et le troisième devoir, c'est le devoir d'autorité, c'est-à-dire que ce que l'entreprise a déterminé et mis en place, elle doit avoir pris les moyens pour le faire respecter. On aura l'occasion de revenir éventuellement là-dessus. Donc, ce que Marc-André Ferron a fait, c'est qu'il a publié un livre, Diagnostic, outils d'évaluation de la gestion de santé-sécurité. Son entreprise, c'est Gestion Authentique, qui est l'éditeur du document. C'est un outil d'évaluation basé sur une série d'activités qui sont classées en fonction des 3 devoirs: prévoyance, efficacité et autorité. C'est une approche très intéressante et c'est pourquoi nous la mentionnons. Le 5e référentiel s'appelle Gestion responsable. Il a été placé en dernier parce que c'est un référentiel qui est beaucoup axé sur l'environnement, mais en même temps aussi qui traite de santé et sécurité et qui est souvent mentionné par les gens de santé et sécurité. En anglais, ça s'appelle Responsible Care Management System et c'est l'industrie chimique canadienne qui a mis ça en place. On sait que l'industrie chimique génère beaucoup de dangers pour les employés et aussi pour l'environnement. Donc, son référentiel Gestion responsable a été beaucoup mentionné et plusieurs auteurs y ont fait référence.
On a parlé déjà de Marc-André Ferron et de son concept de diligence raisonnable. C'est lui qui a produit ce qu'il a appelé la courbe de Ferron, qui est une façon intéressante de mettre en parallèle les différentes approches d'intervention en santé-sécurité. La courbe nous montre que les actions sont réparties dans 4 catégories. Et la première, qui est l'environnement de travail, et les actions qu'on y consacre sont plus efficaces que celles de la deuxième catégorie, et l'efficacité diminue ainsi jusqu'à la 4e. Les 2 premières actions, il les appelle élimination et réduction des dangers à la source. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus de danger, ou en tout cas, les dangers ne peuvent plus nous faire mal. Le premier élément, il l'a appelé macro-design. Et là, on est complètement en amont de l'existence du milieu de travail. Ce sera par exemple l'architecture, l'ingénierie. Ce qu'on va faire, c'est concevoir un environnement de travail qui va être dénué de danger ou dans lequel il y aura moins de danger. La deuxième catégorie, ça traite de micro-design, c'est-à-dire que là, on va faire la même chose que dans macro-design, mais sur des éléments plus petits. L'ergonomie, l'aménagement, les outils, on va s'organiser pour que nos équipements soient dépourvus de danger. Le numéro 1 parle de l'élimination des dangers à la source, le numéro 2 de réduction. Les 2 derniers mettent l'accent sur la gestion des comportements organisationnels et individuels. Le 3e volet, ce sont les tâches et l'organisation. Donc, c'est vraiment organisationnel. On va prendre des actions au niveau de l'organisation pour que les dangers ne provoquent pas d'accident. Et le dernier volet s'adresse aux individus. C'est le dernier, mais non pas le moindre, puisque 100% des accidents avec blessure impliquent un individu. Donc, l'individu est très important. Toutes les stratégies qui vont porter sur le comportement des individus, leur efficacité, leur connaissance, leurs compétences, sont dans le 4e volet, mais ont moins de chances d'être efficaces que les autres, tout en étant absolument essentielles. L'idée d'avoir une hiérarchie n'est pas de sous-entendre que l'une ou l'autre des 4 catégories est inutile, mais plutôt d'avoir une hiérarchie entre des actions toutes utiles. Pour le sujet de l'évolution des systèmes, nous allons reprendre l'une des images précédentes, qui traitait de l'évolution des concepts pour y ajouter quelques éléments. Le tableau que vous voyez permet de faire ce survol. La première colonne, ce sont les périodes. La deuxième colonne, ce sont les jalons. On voit bien tout d'abord ISO 9001, 2, 3. Ensuite, ISO 14001, ISO 9001, 2000 et 2008. OSAS 18001, le premier élément de type ISO en santé-sécurité. La structure cadre HLS. Ensuite, en 2015, les 2 mises à niveau 9001, 14001, selon HLS. Et ensuite, en 2018, 45001. Voyons les commentaires. Dans un premier temps, la version initiale d'ISO 9000 traitait de l'assurance de la qualité, l'objectif étant de donner au client confiance vis-à-vis de la conformité à ses exigences. Autrement dit, si quelqu'un veut tel produit avec telle spécification, il faut qu'il soit certain que les spécifications vont être respectées, et ce, de façon constante. Avec ISO 14001, on commence à parler de management en fonction de l'environnement. Plusieurs éléments dans ISO 14001 ont été trouvés très intéressants, et c'est pour ça qu'on a mis à niveau 9001 en 2000 et ensuite une version mineure en 2008. On a, à ce moment-là, arrêté de parler d'assurance de la qualité pour parler de management de qualité. On a commencé à parler de l'approche processus, qui est une variante de l'approche systémique qui est très utilisée en biologie. Et on détecte à ce moment-là une forte influence du modèle japonais. Ceux qui se rappellent ces années-là conviendront qu'on était obsédé par le modèle japonais de production, entre autres, et de façon plus spécifique, le modèle Toyota. Avec OSAS, on a commencé à parler de management de santé-sécurité. Et on a calqué complètement la structure d'ISO 14001 en la mettant à niveau en termes de santé-sécurité comparativement à l'environnement. Ce qui fait que c'était très facile d'intégrer environnement et santé-sécurité.
La structure cadre, on en a parlé. Ensuite, en 2015, on a la structure commune de 9001-14001 et on a renforcé l'approche processus. Et une autre mode, qui n'est cependant pas une mode farfelue, appliquer de manière systématique le concept d'analyse de risque vis-à-vis les processus. Un autre élément qui est apparu à ce moment-là, c'est l'intégration à la gestion stratégique de l'organisme. Au lieu de parler d'une organisation avec un système qualité ou avec un système de gestion environnementale, on parle du volet qualité, du volet environnement de la gestion globale de l'organisme. C'est un élément qui est apparu et qui se renforce. En 2018, on parle de ISO 45001 avec une approche d'intégration des 3 volets. Nous avons parlé quelques fois de la structure cadre jusqu'à maintenant et nous allons voir ce que cela comporte. Il y a 10 articles ou 10 sections. L'article 1, c'est le domaine d'application. L'article 2, ce sont les références normatives. Et l'article 3, les termes et définitions. Disons tout de suite que dans ISO 45001, il n'y a pas de référence normative. Les termes et définitions, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans la perspective d'intégration ou de compatibilité entre les différents sujets, qualité, environnement, santé, sécurité et autres dans le HLS, la structure cadre, on a une série de définitions de termes qui sont proposées et qui sont reprises d'une norme à l'autre. Les définitions sont également compatibles. La particularité de ces 3 premiers articles, c'est qu'ils ne sont pas enregistrables ni auditables, c'est-à-dire qu'on ne va pas vérifier si l'entreprise ou l'organisme est conforme aux exigences de ces éléments-là. Ce sont des articles plutôt informatifs. Les 7 autres articles sont auditables et définissent de manière plus précise ce que devrait être un système de management. Dans l'article 4, on nous parle du contexte de l'organisme. Il faut tenir compte de l'environnement interne et externe auquel l'organisme est confronté. Dans l'article 5, on précise les exigences de leadership qui sont très importantes, étant donné qu'on parle d'intégration des systèmes de management à la gestion globale de l'entreprise. L'article 6 décrit ce qu'on doit faire en termes de planification pour que notre système fonctionne bien. L'article 7 définit quelles sont les ressources qui doivent être investies dans le système. L'article 8 définit comment on devrait s'y prendre pour travailler de manière à réduire les problèmes de santé et sécurité. L'article 9 nous dit comment on devrait évaluer nos performances. Et l'article 10 parle de l'amélioration. C'est la structure de la norme, 10 articles pour 9001, pour 14001, c'est la même chose. Donc, si on veut faire une intégration, par exemple, pensons au leadership, il est clair que le leadership ne va pas changer que l'on parle de qualité d'environnement ou de santé-sécurité. Donc, la description du processus de leadership sera commune aux 3 volets. Le contexte de l'organisme, c'est la même chose. À peu de variantes près, la compagnie est confrontée au même contexte, quel que soit le volet qu'on examine, et c'est comme ça à bien des égards. Donc, résumons-nous. Un point majeur, c'est que les 2 normes, qualité et environnement, ont été révisées pour les rendre conformes à la structure cadre. Cela a donné ISO 9001-2015 sur les systèmes de management de la qualité, ISO 14001-2015 sur les systèmes de management environnemental. Par la suite, en 2018, la nouvelle norme ISO 45001, également conforme à l'HLS, ça nous donne un document dont le titre est « Système de management de la santé et sécurité au travail, exigences avec directives d'utilisation ». Après avoir parlé de volets plus théoriques, voyons le calendrier qui a été suivi pour le développement d'ISO 45001.
Premièrement, un comité de projet. PC veut dire Project Committee. Les comités qui gèrent les normes sont des TC, Technical Committee. Dans le cadre du développement d'ISO 45001, on a formé un comité de projet qui a été responsable de l'élaboration d'ISO 45001. Et de manière simplifiée, on peut identifier 6 stades de processus. Premièrement, il y a le stade proposition. Le comité propose le projet. Une fois que la proposition est acceptée, on va passer au stade préparation. Le document qui sera produit est un WD, Working Draft. Par la suite, une fois que la préparation est complétée, le document va évoluer à Committee Draft ou projet de comité. Si le projet de comité est bien reçu, on va passer au stade enquête, pendant lequel on va montrer le document à un grand nombre de personnes. Une enquête très large pour un document qu'on va appeler le projet de normes internationales, en anglais Draft International Standard ou DIS. Une fois que le projet de normes internationales a été approuvé par les membres du comité de projet, avec modifications et bonifications faites à la lumière des commentaires recueillis au stade de l'enquête, on passe au stade approbation pour le FDIS, Final Draft International Standard, qui lui est soumis au vote et s'il est approuvé, on aura donc une nouvelle norme internationale acceptée. Normalement, un organisme accrédité dispose d'une période de 3 ans pour passer à la nouvelle version d'une norme. Par exemple, en 2015, on a adopté 9001 et 14001. Donc, les gens qui avaient déjà leur certificat ont 3 ans jusqu'en 2018 pour faire évoluer leur système de management. Après 3 ans, l'ancienne version de la norme disparaît. Dans le cas de la santé-sécurité, on considère que OSAS 18001 était une version précédente et que 45001 est une version subséquente de 18001. Donc, il y aura 3 ans pour passer de OSAS 18001 à ISO 45001. Maintenant qu'on a vu toutes les étapes, on peut voir quelle a été la chronologie. Au stade de proposition, le projet a été approuvé en juin 2013. On a eu un working draft, 2 comités draft, 2 draft International Standard et un document FDIS qui a été soumis au vote entre le 30 novembre 2017 et le 25 janvier 2018. À cette dernière date, on a annoncé que le projet a été accepté, donc la publication, c'est février-mars 2018.